Ce n'est plus seulement une question de l'Inde et du Pakistan. Il s'agit de la Chine, de son armement et de sa crédibilité. Quand l'Inde et le Pakistan s'affrontent, un troisième joueur observe toujours attentivement depuis la touche. La Chine. Alors que le monde perçoit un conflit à deux nations, la réalité est un jeu triangulaire depuis longtemps. L'armée du Pakistan aujourd'hui est majoritairement chinoise. Jets, missiles, radars et systèmes de défense aérienne, plus de 80% de son arsenal a été fourni par Pékin. Du soutien militaire à la couverture stratégique, Pékin a constamment soutenu Islamabad, parfois discrètement, parfois ouvertement. C'est l'histoire du triangle Inde-Chine-Pakistan et pourquoi la prochaine guerre pourrait ne pas être menée sur un seul front. Les tensions entre l'Inde et la Chine sont maintenant à leur paroxysme après que la Chine ait poussé sa chance trop loin. Actuellement, le monde entier est concentré sur le conflit Inde-Pakistan car ces deux nations ont escaladé leur conflit à des niveaux semblables à ceux d'une guerre. Cependant, de nouvelles informations indiquent que cette escalade est l'œuvre d'un autre acteur qui tire silencieusement les ficelles en coulisses. Oui, je parle de la Chine. Entre sa guerre froide avec l'Inde, les affrontements frontaliers et les conflits militaires, la Chine prend des mesures pour écraser une fois pour toutes le pouvoir régional et mondial de l'Inde. Il se passe beaucoup de choses entre ces deux superpuissances, et le Pakistan a été le pion pour déclencher tout cela. Commençons par parler de la façon dont la Chine a tranquillement fourni au Pakistan des armes et des ressources, alimentant les tensions avec l'Inde. Tout a commencé avec une attaque mortelle au Cachemire qui a tué 26 civils. L'Inde a pointé du doigt le Pakistan, affirmant qu'il soutenait les attaquants. Le 7 mai, ils ont mené des frappes aériennes au Pakistan et au Cachemire administré par le Pakistan. Le Pakistan a riposté avec des jets, des drones et des missiles. Et c'est à ce moment que le monde a remarqué que beaucoup de leurs armes provenaient étonnamment de Chine. Cela incluait le jet de combat avancé J-10C. Le dirigeant pakistanais affirme que ce jet avancé a abattu des rafales français de l'Inde lors d'une grande bataille aérienne. Des officiels américains ont même confirmé que c'était vrai. Ce succès a fait paraître les armes de la Chine incroyablement fortes, stimulant les prix des actions de leur industrie de défense cette semaine-là. Le Pakistan a également utilisé des jets JF-17 Thunder qu'ils ont construits avec la Chine. Ces jets forment une part importante de l'armée de l'air pakistanaise et sont dotés d'équipements high-tech, dont des missiles PL-15. Ce qui était très suspect, c'est le fait qu'en avril 2025, juste au moment où les tensions Inde-Pakistan augmentaient, la Chine a rapidement envoyé davantage de missiles PL-15 au Pakistan. Ceci malgré le fait qu'ils prétendent vouloir la paix dans la région et qu'ils jouent le rôle d'intermédiaire. Des rapports indiquent que le Pakistan les a utilisés pour abattre des avions indiens, et l'Inde a même trouvé un PL-15 qui n'a pas explosé, ce qui pourrait révéler certains secrets technologiques de la Chine. Vous vous demandez sûrement qui sont les adversaires dans ce conflit à ce stade. Cependant, la situation s'aggrave, le Pakistan ayant été équipé par Pékin de nombreux systèmes d'armement. Cela comprend un système de défense appelé HQ-9P, ainsi que les drones CH-4 et Wing Laung 2. De plus, la Chine a soutenu le Pakistan dans le domaine du renseignement. Début mai, 2025 des bateaux de pêche chinois ont été aperçus près des exercices navals indiens, en mer d'Arabie, probablement collectant des données sur les navires et avions indiens. La Chine possède plus d'une centaine de satellites espions et partage vraisemblablement leurs données avec le Pakistan. Comme vous pouvez l'imaginer, tout ce soutien commence à exacerber les tensions entre l'Inde et la Chine. En chargeant le Pakistan de ses armes, la Chine rend le conflit Inde-Pakistan beaucoup plus dangereux, ce qui inquiète à juste titre l'Inde. Tout indiquait que la Chine mène une guerre par procuration avec l'Inde, en utilisant le Pakistan comme pion. Autant ils utilisent un intermédiaire, la Chine montre aussi qu'elle n'a pas peur de se salir les mains. Elle l'a fait en démontrant la puissance de son armée près de la frontière indienne. Peu avant le début du conflit indo-pakistanais, la Chine a mené d'importantes manœuvres militaires près de l'Himalaya, à proximité de la ligne de contrôle effectif. C'est une ligne imaginaire qui divise la zone contrôlée par l'Inde et la Chine le long de la frontière commune. Nous en reparlerons. Les exercices de la Chine étaient un acte flagrant d'intimidation. La Chine est aussi très active sur les réseaux sociaux, diffusant de la désinformation et s'opposant à tout ce qui révèle la vérité. Les vidéos comme celle-ci sont fréquemment ciblées par les bots du Parti communiste chinois qui les attaquent et les dénigrent.
C'est pourquoi vous pouvez nous rendre un rapide service en cliquant sur le bouton j'aime et s'abonner ci-dessous. Cela aide vraiment beaucoup nos vidéos. La réalité pour l'Inde en ce moment est qu'elle a des ennemis de deux côtés, le Pakistan avec des armes chinoises à l'ouest et l'armée chinoise au nord. Cela fait se sentir l'Inde acculée, et si elle riposte durement contre le Pakistan, la Chine pourrait l'utiliser comme une excuse pour intervenir directement. Eh bien, tout l'enfer se déchaînerait. Le discours de la Chine sur le conflit actuel révèle un fort parti pris. Les dirigeants et les actualités de ces pays soutiennent toujours le Pakistan, ce qui irrite l'Inde. Après l'attaque de Pahalgam, la Chine a demandé une enquête avant de choisir un camp. Mais c'était juste une façon d'accepter les affirmations du Pakistan qu'il ne l'avait pas fait. Les nouvelles chinoises disent même que c'est l'Inde qui cause des problèmes, et ces derniers temps, elles ressortent de vieux clips de combat pour les faire paraître plus faibles. Cela inclut des vidéos montrant des soldats de l'armée de libération du peuple chinois frappant des soldats indiens. Les provocations subtiles de la Chine rendent difficile pour l'Inde d'obtenir un soutien international et pressant ses dirigeants d'agir fermement. Si les Indiens se fâchent trop des paroles de la Chine, cela pourrait pousser le gouvernement à agir, comme envoyer plus de soldats à la ligne de contrôle réelle, ou annuler un accord frontalier de 2024 avec la Chine, jugé trop doux par certains. La Chine ose essentiellement défier l'Inde devant tout le monde pour commencer une bagarre. Cela passe du domaine de la tension à la provocation. Les actions de la Chine visent principalement à déstabiliser l'Inde et à réduire son influence. La Chine considère l'Inde comme un rival majeur car elle gagne en puissance, développe sa propre production et s'allie avec des pays comme les États-Unis. Pour freiner l'Inde, la Chine se sert du Pakistan afin de garder l'Inde préoccupée par des problèmes à sa frontière ouest. Ainsi, l'Inde ne peut se focaliser sur sa croissance, ni défier la Chine dans l'Indo-Pacifique ou à leurs frontières montagneuses communes. Il est crucial de se rappeler qu'en fournissant des armes au Pakistan pour l'utiliser au combat, la Chine a une place de choix pour voir comment ces armes se comportent face à la puissance de l'Inde. Ainsi, la Chine apprend à fabriquer de meilleures armes, sans affronter directement l'Inde. Le moment venu face à l'Inde, ils seront prêts. Il faut reconnaître que le Pakistan a ses propres motivations pour s'opposer à l'Inde, au-delà d'être manipulé par d'autres. Ils sont rivaux, depuis toujours. Et le Parti communiste chinois profite simplement de la situation, aidant le Pakistan juste assez pour maintenir l'Inde sur le qui-vive sans provoquer une catastrophe totale. Alors que ces conflits récents continuent de dominer les gros titres mondiaux, ils ne sont que les derniers mouvements d'un jeu géopolitique beaucoup plus ancien et plus profond. Pour comprendre les actions de la Chine en 2025, examinons les racines historiques de la rivalité entre ces deux grandes puissances. Dans les années 1950, l'Inde et la Chine s'entendaient en plutôt bien. L'Inde, sous le premier ministre Jawaharlal Nehru, a été l'un des premiers pays non communistes à reconnaître la nouvelle Chine de Mao Zedong en 1949. Il partageait cette ambiance de résistance aux puissances occidentales, juste après l'indépendance de l'Inde et la révolution chinoise. Ils se sont même associés sur des idées comme rester neutre durant la guerre froide, prônant un monde où les grandes puissances ne faisaient pas la loi. Mais à la fin des années 50, les choses ont commencé à se gâter, et c'est Mao qui a orienté le navire dans une nouvelle direction. Il a commencé à voir l'Inde moins comme un partenaire et plus comme une menace, surtout après 1959. Cette année-là, le Dalai Lama, leader spirituel du Tibet, s'est enfui en Inde après une rébellion ratée contre le contrôle chinois au Tibet. Mao était furieux que l'Inde ait offert à lui et à des milliers de Tibétains un lieu sûr où séjourner. Selon lui, l'Inde s'immisçait dans les affaires de la Chine, ce qui a complètement changé sa perception de son voisin. Abordons maintenant le problème central de la frontière, là où les choses se sont compliquées. L'Inde et la Chine partagent une frontière de plus de 3400 km à travers l'Himalaya, mais elle n'a jamais été correctement définie. À l'époque de la domination britannique en Inde et des dynasties impériales en Chine, aucune délimitation précise n'a été établie. Au lieu de cela, ils ont laissé un enchevêtrement de traités imprécis, de cartes et de revendications discordantes. La frontière se divise en 3 secteurs principaux, l'ouest, le centre et l'est, chacun ayant ses propres litiges. Dans le secteur occidental, la grande lutte concerne Aksai Chin, un désert d'altitude d'environ 38 000 km². L'Inde affirme qu'il fait partie du Jammu et Cachemire, sur la base de vieilles cartes et enquêtes britanniques, comme la ligne Johnson de 1865, qui plaçait Aksai Chin en Inde. La Chine soutient que le Xinjiang inclut cette région, invoquant les archives de la dynastie Qing et l'utilisation traditionnelle par les bergers nomades.
Dans les années 1950, la Chine a pris discrètement le contrôle d'Aksai Chin et a construit l'autoroute 219 pour relier le Xinjiang au Tibet, ce que l'Inde a perçu comme une intrusion sur son territoire. Cependant, cette route était cruciale pour l'armée et le ravitaillement de la Chine à l'époque. Ils n'allèrent donc pas l'abandonner. Le secteur médian, autour de l'Himachal Pradesh et de l'Uttarakhand, est moins controversé mais soulève encore des questions. Il y a environ 8 petites poches contestées ici, comme Baraoti et la vallée de Spiti, où les deux parties ne sont pas d'accord sur l'emplacement de la frontière. Ces régions reculées et montagneuses font l'objet de différends sur les itinéraires de patrouille, plutôt que sur de vastes annexions territoriales. Mais les rencontres entre troupes génèrent toujours des tensions. C'est dans le secteur oriental que les choses se compliquent vraiment, et tout tourne autour de l'Arunachal Pradesh, un état de 90 000 km² contrôlé par l'Inde. La Chine revendique presque tout, l'appelant Tibet du Sud ou Jiangnan, affirmant qu'il faisait historiquement partie du Tibet avant la domination britannique. La zone clé est Tawang, une ville avec un grand monastère bouddhiste que la Chine affirme avoir été sous contrôle tibétain il y a des siècles. Les revendications de l'Inde reposent sur la ligne McMahon, une frontière tracée en 1914 lors d'une conférence à Simla entre l'Inde britannique, le Tibet et un représentant chinois. La ligne a placé l'Arunachal, y compris Tawang, du côté de l'Inde. Mais la Chine dit que l'accord de Simla était invalide parce que leurs représentants n'avaient pas l'autorité pour le signer, et ils rejettent entièrement la ligne McMahon. Le secteur oriental, avec la valeur culturelle et stratégique de Tawang, est un immense point de discorde. Le problème majeur était l'absence d'accord entre les deux parties sur une carte unique de ces secteurs. De vieux traités, comme le traité de Chichol de 1842 à l'ouest, étaient vagues, disant des choses comme suivre les frontières coutumières sans les marquer clairement. Le terrain himalayen difficile, avec ses pics dentelés, ses glaciers et ses rivières changeantes, contribue à la confusion. À la fin des années 50, cette frontière floue est devenue un point de tension. L'attitude de Mao envers l'Inde s'est endurcie. Les tensions ont monté quand les deux pays ont réaffirmé leurs revendications. À la fin des années 1950, l'Inde et la Chine ont installé des postes militaires dans les zones contestées pour marquer leur territoire. L'Inde établissait un poste à Aksai Chin, ou près de la ligne McMahon, et la Chine répondait avec le sien. Cela a conduit à de petits affrontements, comme en 1959 à Kongkapas à l'ouest, où 9 soldats indiens ont été tués, et à Longju à l'est, où les troupes ont échangé des tirs. Les deux parties jouaient à un jeu risqué, et une explosion était imminente. En 1962, c'est ce qui s'est passé avec la guerre sino-indienne. Mao a vu une occasion de montrer la force de la Chine, surtout que le monde était distrait par la crise des missiles cubains. En octobre 1962, les troupes chinoises ont lancé une attaque massive sur deux fronts, Aksai Chin et le secteur oriental. L'armée indienne était mal préparée, manquant d'armes, d'équipements pour l'hiver et d'entraînement au combat en haute altitude. Les forces chinoises les ont conquis de vastes étendues du territoire. Après un mois, la Chine a appelé à un cessez-le-feu et s'est retirée de l'Arunachal Pradesh, ne conservant que l'Aksai Chin. Cette guerre a été un tournant. Pour l'Inde, cette défaite écrasante a laissé de profondes cicatrices. Le pays se sentait humilié, et l'idée de faire confiance à la Chine avait disparu. Pour la Chine, c'était une victoire qui a sécurisé leur route à Aksai Chin et démontré leur supériorité sur l'Inde. Mais la guerre n'a pas réglé la frontière, elle a seulement gelé le problème. La Chine a gardé Aksai Chin, environ 38 000 km/h, tandis que l'Inde a conservé l'Arunachal Pradesh. La ligne de contrôle actuelle, ligne de contrôle effectif, est devenue la frontière de facto. Mais ce n'est pas une ligne claire. C'est une zone patrouillée par les deux côtés, qui sont souvent en désaccord sur ses limites. Il y a au moins 15 à 20 endroits le long de la ligne de contrôle actuelle. Des endroits comme les plaines de Depsang, la vallée de Galwan et Pangongtso, où leurs cartes ne correspondent pas, ce qui conduit à une tension constante. Après 1962, l'Inde et la Chine sont entrés dans une longue impasse glaciale. Ils ont à peine parlé, et la ligne de contrôle actuelle était restée silencieuse mais fortement gardée. Les deux côtés ont envoyé des troupes et des ressources à la frontière, en faisant l'une des zones les plus militarisées du monde. La Chine a commencé à se rapprocher du Pakistan, rival de l'Inde, en lui fournissant des armes et en signant un accord en 1963 pour prendre une partie du Cachemire contrôlé par le Pakistan, revendiqué par l'Inde. L'Inde a ressenti un double coup. La Chine était une menace frontalière et s'alliait désormais avec leur ennemi. Les années 1960 et 70 étaient également marquées par de plus grandes rivalités. L'Inde s'est rapprochée de l'Union soviétique en signant un traité d'amitié en 1971, ce que la Chine a perçu comme une tentative d'encerclement.
Quand l'Inde a testé sa première bombe nucléaire en 1974, la Chine est devenue encore plus méfiante, percevant l'Inde comme une puissance montante. Dans les années 80, les deux parties ont réalisé qu'elles devaient se tempérer. En 1988, le premier ministre indien Rajiv Gandhi a visité la Chine, le premier grand voyage en décennies. Ils ont convenu de stimuler le commerce, de partager la culture, et de continuer à discuter de la frontière sans déclencher une nouvelle guerre. C'était un pas vers l'apaisement, mais la question de la frontière est restée sans solution. La ligne de contrôle actuelle demeurait vague, et les deux côtés patrouillaient agressivement, parfois en franchissant les terres revendiquées par l'autre. Dans les années 1990 et 2000, l'Inde et la Chine ont tenté de gérer leurs frontières malgré leur rivalité croissante. Ils ont signé des accords en 1993 et 1996 pour maintenir la ligne de contrôle actuelle pacifique. Pas d'armes, pas d'exercices militaires surprises et des réunions régulières pour résoudre les problèmes. Cela a aidé à prévenir l'escalade des disputes, mais le problème central de l'absence de frontières convenues est resté. Pendant ce temps, les deux pays gagnaient en richesse et en puissance. Le commerce entre eux a atteint 70 milliards en 2010, faisant d'eux de grands partenaires économiques. Mais la confiance était mince. La Chine construisait des ports au Sri Lanka et au Pakistan, ce que l'Inde voyait comme une tentative d'encerclement dans l'océan Indien. La Chine aperçut le rapprochement de l'Inde avec les États-Unis, le Japon et l'Australie, en rejoignant le Quad, comme une tentative de contrer son influence. Mais des incidents frontaliers ont continué à surgir, comme en 2013, lorsque des troupes chinoises ont installé un camp à Depzang pendant des semaines, ou en 2014 à Shumar, où les deux parties se sont affrontées. Ces incidents, réglés par des pourparlers, montrent la fragilité de la ligne de contrôle effective. En 2017, la situation s'est gravement détériorée à Doklam, un plateau où convergent l'Inde, la Chine et le Bhoutan. La Chine construit une route sur un territoire revendiqué par le Bhoutan, proche du corridor de Siliguri en Inde. Ce corridor, également appelé le coup de poulet, est un corridor géopolitique et géoéconomique qui relie les 7 États du nord-est de l'Inde au reste de la République indienne. Au point le plus étroit, il mesure environ 20 km de large, ce qui est le talon d'Achille de l'Inde. Si elle était capturée par l'ennemi, cela signifierait que l'Inde serait coupée de ses autres États, déclenchant une crise militaire et économique. L'Inde a envoyé des troupes pour stopper la construction d'une route par la Chine, craignant que celle-ci ne coupe leur nord-est en cas de conflit. Pendant 73 jours, les deux camps ont résisté avec des milliers de soldats et de l'équipement lourd. Ils ont reculé après des pourparlers, mais Doklam a servi d'avertissement. Cela a montré que l'Inde était prête à tenir tête à la Chine, impliquant le Bhoutan et compliquant le conflit frontalier. Puis est venu 2020 et le clash de la vallée de Galwan, les pires combats depuis 1962. Les tensions étaient déjà élevées. L'Inde construisait des routes et des ponts le long de la ligne de contrôle effective, comme la route Darbuk-Shiok-Dalut-Beg-Oldi au Ladakh, pour rivaliser avec l'infrastructure de la Chine. La Chine a interprété cela comme une tentative de l'Inde de changer l'équilibre. En 2019, l'Inde a changé le statut de Jammu et du Cachemire, séparant le Ladakh en un territoire distinct, incluant Aksai Chin. La Chine l'a pris comme un défi. Sous Xi Jinping, la Chine a aussi mené une politique étrangère très audacieuse. En juin 2020, dans la vallée de Galwan à Ladakh, une lutte brutale a éclaté. En raison des accords de la ligne de contrôle effective, aucune arme à feu n'a été utilisée, seulement des bâtons, des pierres et des poings. 20 soldats indiens sont morts, et la Chine en a perdu environ 40, bien qu'il n'ait jamais confirmé le nombre. Ce fut un choc après des décennies sans mort à cette frontière. Galwan a tout changé. Des dizaines de milliers de troupes, chars, artillerie et jets ont été déployés par les deux côtés, principalement au Ladakh. Des zones telles que Pangong, Tso, Gorga et Hot Springs sont devenues des lieux de confrontation, avec des troupes campées à quelques kilomètres les unes des autres. L'Inde a riposté au-delà de la frontière, bannissant plus de 200 applications chinoises comme TikTok et durcissant les règles sur les investissements chinois. Ils ont également encouragé les industries locales à moins dépendre de la Chine. Les pourparlers entre commandants militaires et diplomates se poursuivent, avec plusieurs rounds à ce jour. Des progrès ont été réalisés, comme le retrait de Pangong Tso en 2021, mais de nombreuses zones restent tendues. La Chine a construit des bases permanentes, des routes et même des villages près de la ligne de contrôle actuelle, montrant qu'ils s'installent. L'Inde suit le rythme avec de nouveaux tunnels et routes praticables en toute saison. De petits affrontements ont toujours lieu, et la ligne de contrôle actuelle est un risque constant de plus de problèmes. Le conflit frontalier entre les deux superpuissances est un point chaud militaire qui pourrait exploser à tout moment. Aujourd'hui,
La guerre ne se limite plus aux troupes et aux armes. Elle englobe aussi la domination économique, la diplomatie et l'influence. Sur cette base, analysons la domination économique dans la rivalité sino-indienne. Depuis des années, la Chine développe son initiative de la ceinture et de la route, lancée par le président Xi Jinping en 2013. Il prête de l'argent aux pays plus pauvres pour construire des infrastructures comme des routes, ports et chemins de fer. On dirait qu'ils aident, mais il y a un piège. Lorsque ces pays ne peuvent pas rembourser les prêts, la Chine prend souvent le contrôle d'infrastructures cruciales, telles que des ports ou des champs pétrolifères. Cela permet à la Chine de contrôler des lieux stratégiques pour le commerce. Le géant asiatique a dépensé 1,2 trillion de dollars sur divers projets. Cela comprend 704 milliards en contrats de construction et 470 milliards en investissements non financiers. Rien qu'en 2024, la Chine a conclu des contrats de construction d'une valeur de près de 71 milliards et 51 milliards d'investissements. Un niveau d'engagement record pour l'initiative de la ceinture et de la route. Ces projets garantissent en ce qu'on l'influence et le pouvoir de la Chine en Asie et dans le monde entier. La Chine utilise cette influence contre l'Inde afin de freiner la croissance de l'Inde. La Chine a construit des ports au Pakistan, au Sri Lanka et au Myanmar, ainsi qu'une base militaire à Djibouti, en Afrique. Ces points, appelés le collier de perles, pourraient se bloquer les routes commerciales de l'Inde en cas de conflit. Cela rend l'Inde nerveuse à cause de la pression exercée sur elle par la soi-disant diplomatie de la Chine. Maintenant, parlons de ce que l'Inde fait pour riposter. L'Inde sait qu'elle ne peut pas laisser la Chine prendre tous les points importants autour d'elle. Suite à l'affrontement frontalier de 2020, l'Inde a pris sa protection au sérieux. Ils craignent que les pays endettés envers la Chine ne la critiquent pas lorsqu'elle pose problème, voire lui permettent de construire des bases militaires à proximité. L'Inde prévoit de se faire des alliés, d'accorder des prêts et de stimuler son économie pour rivaliser avec la puissance chinoise. Elle tente d'utiliser le plan de la Chine contre eux-mêmes. Comment fait-elle cela ? L'Inde construit son propre réseau, le collier de diamants, pour équilibrer la chaîne de perles de la Chine. Depuis 2018, l'Inde a signé des accords avec Singapour et l'Indonésie pour utiliser leur base navale près du détroit de Malacca, crucial pour le pétrole chinois. L'Inde a également obtenu l'accès à un port à Oman, juste entre deux des points clés de la Chine au Pakistan et à Djibouti. De plus, l'Inde travaille avec les Seychelles pour construire une base navale et aide l'Iran à développer un port appelé Chabahar pour ouvrir des routes commerciales vers l'Asie centrale. L'Inde contre également l'impact de l'initiative de la ceinture et de la route en créant ses propres projets. L'un d'eux est le corridor de transport international nord-sud, une route qui relie l'Inde à la Russie et à l'Europe via l'Iran et l'Asie centrale. Il utilise des navires, trains et camions pour transporter des marchandises plus vite que par les routes chinoises. Un autre projet est le corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe, qui relie l'Inde à l'Arabie Saoudite et à l'Europe par le biais de ports et de chemins de fer. Ces projets offrent au pays des routes commerciales alternatives à celles de la Chine, renforçant la position de l'Inde dans le commerce mondial. De telles initiatives aident l'Inde à surveiller les routes commerciales et à s'assurer que la Chine ne contrôle pas tout. En somme, l'Inde entrave les ambitions et la croissance de la Chine. L'Inde prête de l'argent à ses voisins pour éviter leur dépendance à la Chine. Ils ont donné 8 milliards de dollars au Bangladesh, 2,1 milliards de dollars pour aider le Sri Lanka après l'effondrement de son économie en 2022, 1,7 milliard de dollars au Népal et 13 milliards de dollars aux Maldives. Ces prêts sont plus amicaux que ceux de la Chine, avec moins d'exigences, donc les pays font plus confiance à l'Inde. L'Inde aide ses voisins à éviter la dépendance envers la Chine, même si ses prêts sont inférieurs à ceux de cette dernière. L'aide de l'Inde au Sri Lanka a empêché la Chine de prendre plus de contrôle après avoir obtenu un port. Mais la plus grande arme de l'Inde est son économie en croissance. L'Inde s'est positionnée comme une étoile montante dans la fabrication mondiale, et un nombre croissant d'entreprises font le mouvement de la Chine vers l'Inde. L'Inde a prouvé qu'elle était un concurrent solide grâce à une combinaison d'une main-d'œuvre massive, de salaires compétitifs et de politiques gouvernementales qui accueillent activement les investissements étrangers. L'un des plus grands noms à déplacer son focus est Apple. Le géant technologique a régulièrement accru sa présence industrielle en Inde ces dernières années. Il a commencé par introduire des iPhones dans le Tamil Nadu dans une usine Foxconn, mais il ne s'est pas arrêté là. Maintenant, en 2025, Apple a étendu sa capacité de production en Inde pour inclure les derniers modèles d'iPhone. Aujourd'hui, 20% de tous les iPhones, valant 22 milliards de dollars, sont fabriqués en Inde, contre seulement 1% il y a environ 20 ans.
Foxconn, principal fournisseur d'Apple, investit des milliards dans une nouvelle installation au Karnataka, en plus de développer ses usines existantes. Ces mouvements montrent l'engagement à long terme d'Apple envers l'Inde en tant que centre de fabrication, motivé par les coûts de main-d'œuvre nettement inférieurs du pays par rapport à la Chine et les incitations financières fournies par le gouvernement indien. Samsung, un géant de l'électronique grand public, intensifie ses efforts en Inde. Elle exploite l'une des plus grandes installations de fabrication de téléphones mobiles au monde à Noida, Uttar Pradesh, produisant des millions d'appareils chaque année pour les marchés domestiques et internationaux. Ce n'est pas qu'un mouvement opportuniste. C'est un changement stratégique, alors que Samsung cherche à exploiter la main-d'œuvre qualifiée de l'Inde et à étendre son empreinte sur un marché en pleine croissance rapide. Dell et Hewlett-Packard ont aussi transféré une partie de leur production en Inde, tirant parti de ces coûts de main-d'œuvre réduits et de ces réglementations allégées. Ces entreprises, s'inscrivent dans une tendance des géants de la tech, visant à diversifier leur chaîne d'approvisionnement, pour réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine. L'accent de l'Inde sur la fabrication high-tech, dont les semi-conducteurs et les véhicules électriques, lui permet de se tailler un rôle spécialisé sur le marché mondial. Grâce à des incitations gouvernementales, comme le programme d'incitation lié à la production, l'Inde attire des investissements dans ses industries d'avenir. En fait, même des entreprises chinoises comme Haier ont reconnu les opportunités en Inde. Haier a établi des usines en Inde pour servir les marchés intérieurs et d'exportation, montrant l'attractivité du pays à travers les industries et les frontières. Cette tendance indique que l'Inde attire aussi des entreprises non occidentales. Elle s'impose comme un centre mondial de fabrication sous tous ses aspects. Ce qui distingue l'Inde, c'est non seulement son avantage en termes de coûts, mais aussi d'autres facteurs. Les coûts de main-d'œuvre en Inde demeurent nettement plus bas qu'en Chine, une option intéressante pour les entreprises voulant réduire les dépenses sans compromettre la qualité. Mais au-delà de cela, l'Inde offre quelque chose de plus, l'échelle et le soutien. Sa main-d'œuvre est énorme et de plus en plus qualifiée, et les politiques pro-entreprises du gouvernement, comme les allègements fiscaux, les investissements en infrastructures et la simplification des réglementations, créent un environnement où les entreprises peuvent prospérer. Par conséquent, l'économie de l'Inde devrait croître plus vite que celle de la Chine dans les prochaines années. En 2024, la croissance du produit intérieur brut de l'Inde était d'environ 7% contre 4,82% pour la Chine. Cette tendance se poursuit jusqu'en 2025, avec une prévision de croissance de l'Inde à 6,46%, tandis que la Chine devrait s'élargir à 4,48%. L'Inde dépasse clairement la Chine en ce qui concerne le taux de croissance. Malgré cette croissance, la Chine reste en avance dans certains domaines. Son économie vaut 18,5 trillions de dollars, bien plus grande que celle de l'Inde à 4,1 trillions de dollars, et il contrôle 11% du commerce mondial par rapport à 2,7% de l'Inde. Mais la Chine a des problèmes. La guerre commerciale avec les États-Unis leur coûte cher, et leurs exportations ont déjà connu une forte baisse. Après tout, ils sont taxés à 145%. L'essentiel est que la Chine et l'Inde rivalisent pour la domination régionale et mondiale, ce qui les oppose directement. Utilise sa richesse pour rendre les pays dépendants de lui, espérant qu'ils resteront loyaux. Par ailleurs, l'Inde crée de nouvelles amitiés, traite avec sagesse et devient un nouveau centre de production pour les entreprises. Les deux veulent contrôler les routes commerciales et être la plus grande puissance en Asie. C'est une compétition ardue où chaque pas compte. Pour rester devant la Chine, l'Inde prend constamment de multiples mesures. Une mesure consiste à acheter moins de produits chinois. Le gouvernement a ajouté des taxes plus élevées sur les marchandises chinoises comme l'électronique ou les vêtements. Ils ont aussi imposé des règles plus sévères aux entreprises chinoises voulant investir en Inde. Désormais, tout investissement chinois requiert une approbation spéciale, freinant leur influence. Cela aide l'Inde à garder le contrôle sur sa propre économie. L'Inde se concentre sur sa propre production plutôt que de dépendre de la Chine. Ils ont lancé le plan Make in India, qui encourage les entreprises à construire des usines dans le pays. Ces usines fabriquant des choses comme des smartphones, des médicaments et des panneaux solaires. Un autre plan, appelé le SHEM d'incitation, lié à la production, donne de l'argent aux entreprises qui produisent des biens en Inde. Les entreprises, comme les fabricants de pièces de téléphone ou de batteries bombardiers de voitures électriques, obtiennent des fonds supplémentaires en s'installant en Inde. Cela a mené à l'expansion des usines, notamment au Gujarat et au Tamil Nadu. À ce jour, l'Inde a un grand déficit commercial avec la Chine, dépensant environ 85 milliards de dollars de plus en produits chinois qu'elle ne gagne en les vendant.
En produisant plus localement, l'Inde vise à réduire son déficit commercial et sa dépendance à la Chine pour les biens de consommation courante. Et l'Inde ne cesse pas de fabriquer ses propres produits. Elle vise aussi à développer plus de relations commerciales internationales. Le gouvernement négocie des accords commerciaux avec l'Union européenne, les États-Unis et l'Australie. Ces accords facilitent la vente de produits indiens comme les textiles ou les logiciels et l'achat de choses comme des machines avancées. Ils se focalisent aussi sur le partage technologique, comme l'amélioration des ordinateurs et l'obtention de lithium pour les batteries. L'Inde fait partie du cadre économique Indo-Pacifique, qui inclut les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Ce groupe aide l'Inde à diversifier ses fournisseurs de puces et d'acier pour réduire sa dépendance à la Chine. Le Japon et l'Inde collaborent désormais sur les composants de véhicules électriques. Ces partenariats commerciaux renforcent l'économie indienne et son intégration mondiale. Ils soutiennent aussi l'Inde à devenir un hub manufacturier majeur, défiant la position dominante de la Chine comme usine mondiale. En établissant ces liens mondiaux, l'Inde s'assure qu'elle a de nombreuses options pour le commerce, et n'est pas coincée à dépendre d'un seul pays. Parlons maintenant de la manière dont l'Inde fait des mouvements intelligents avec ses amitiés à travers le monde. L'Inde fait partie de groupes comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et le groupe des 20, où les pays les plus puissants se réunissent pour discuter de problèmes mondiaux tels que le commerce ou le climat. Au sein des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, l'Inde s'efforce d'empêcher la domination chinoise. Ils militent pour que chaque pays ait une voix égale dans les décisions, comme le financement de nouveaux projets. Au G20, l'Inde se concentre sur le maintien d'un commerce mondial équitable et un partage équitable des technologies. Cela défie les efforts de la Chine pour contrôler ces domaines. L'Inde renforce ses liens avec les pays prudents envers la Chine, comme Taïwan, avec qui elle collabore pour la fabrication de puces informatiques. Ils collaborent aussi sur des projets d'intelligence artificielle. Ces partenariats aident l'Inde à développer sa technologie sans l'aide de la Chine. L'Inde collabore aussi avec le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines en Asie du Sud-Est. Ces nations s'inquiètent des actions de la Chine en mer de Chine méridionale, où elle revendique de vastes zones d'eau. L'Inde aide en effectuant des exercices navals avec ces pays. Ils organisent aussi des réunions pour discuter de la protection de leurs côtes. L'Inde et le Vietnam échangent des idées pour construire de meilleurs navires. Ces efforts rendent l'Inde plus importante dans la région Indo-Pacifique, où de nombreux pays souhaitent maintenir les routes commerciales ouvertes et sûres. Ce travail est lié au Quad, le groupe comprenant l'Inde, les États-Unis, le Japon et l'Australie. Le Quad se concentre sur le fait de s'assurer que la région reste équitable sans qu'un seul pays ne contrôle tout. C'est l'opposé de l'ambition de la Chine. C'est pourquoi Pékin déteste tant l'Inde actuellement. À travers ces étapes, l'Inde renforce sa puissance pour affronter la Chine. En produisant plus de biens localement et en commerçant à l'international, l'Inde réduit sa dépendance économique envers la Chine. En même temps, en travaillant avec des groupes mondiaux et en construisant des amitiés solides, l'Inde défie le pouvoir de la Chine. Ces efforts aident l'Inde à devenir une force majeure dans le monde, créant un équilibre où elle peut se maintenir. Au final, les armes et le soutien de la Chine ont rendu ce conflit de 2025 bien plus grand qu'il aurait pu l'être. Les jets et missiles pakistanais, soutenus par la Chine, leur ont permis de riposter durement contre l'Inde, poursuivant le combat malgré le cessez-le-feu censé apaiser les choses. La Chine vise à garder l'Inde occupée et à tester son matériel militaire. Et que Pékin soit l'instigateur de la chute de l'Inde, ou simplement un ami super utile pour le Pakistan. La Chine est certainement une grande raison pour laquelle ce conflit est si intense, et elle change la façon dont l'Inde, le Pakistan et le monde entier pensent au pouvoir en Asie du Sud. Mais l'Inde ne tombera pas facilement, si elle tombe. Avec une armée forte, une économie en plein essor et des amis haut placés, la Chine pourrait bien mordre plus qu'elle ne peut mâcher. À ce stade, il est clair que la rivalité entre l'Inde et la Chine est plus qu'une simple lutte de pouvoir. C'est un concours qui définira l'avenir de l'Asie et de l'ordre mondial. Les années à venir détermineront la force dominante. Merci d'avoir regardé.